Bonsoir à tous, tout de suite le sommaire de ce coup d'envoi. Basketball, ça bouge dans le haut du tableau de la Nationale 3. Le Portel, les Grandes Saintes, les deux premiers ont perdu, alors que les poursuivants ont gagné, Cergy, Dechy et Finance Paris. Rugby, c'est fait, l'OGS disputera en janvier le championnat honneur, une première pour le club saintois. Haltérophilie avec le deuxième tour des interclubs de National 2. Également dans cette édition, un reportage sur la première manche du championnat de France BMX. Et puis football avec notre invité, l'entraîneur de l'OGS B, Alain Théry. Bonsoir. Bonsoir Eugène. Alors mauvais week-end pour l'Olympique Grande Sainte, vous verrez tout ça en images. Boulogne 2 OGS en DH et OGS 2 Neulémine en PH. Ce n'est pas vraiment une surprise, tous les fidèles de l'OGS Basketball redoutaient en effet le déplacement à Dechy après le choc face au Portel. En s'inclinant de nouveau samedi soir, les hommes d'Éric Bigotte comptent à présent 3 défaites et occupent désormais la 5e place, Dechy Grande Sainte avec Frédéric Loy. En déplacement à Dechy, Grande Sainte espérait bien samedi profiter d'un éventuel faux pas du Portel face à Cergy pour reprendre sa place de co-leader. Le Portel s'est bel et bien incliné, mais Grande Sainte n'a pu saisir cette occasion. Pour autant, la première période mettait en exergue la volonté farouche des protégés d'Éric Bigotte de tendre vers cet objectif. En effet, à l'aise au rebond, efficace à distance, l'OGS parvenait à contenir une équipe de Dechy composée essentiellement de joueurs formés au club, excepté un certain Pinon, qui sera l'un des artisans de cette équipe de Dechy, qui jouera en seconde période un bien mauvais tour à Grande Sainte. En effet, à 47-40 à la pause, alors que Dechy comptait 3 joueurs à 3 fautes, les jaunes et bleus pointeront aux abonnés absents. De retour sur le parquet, bien emmenés par Guédin et Marvreau, les joueurs du Pas-de-Calais creusent l'écart pour compter 11 puis 15 points d'avance. À ce moment-là, Grande Sainte réagira par David Denis à l'intérieur et Karim Motmir. Les visiteurs repassent donc sous la barre des 10 points avant de voir Dechy chez lui enclencher la vitesse supérieure pour définitivement prendre le large et terminer avec 26 points d'avance. Alors je vous propose de voir maintenant le tableau avec le classement provisoire de la poule H après 10 journées de championnat. Avec 18 points, le Portel reste leader après avoir concédé une deuxième défaite ce week-end dans sa salle, c'était face à Cergy. Et puis juste derrière, il y a 4 équipes avec 17 points, Cergy, Dechy, Paris Finance et l'Olympique Grande Sainte. Un championnat relancé avant la dernière journée des matchs allés. L'OGS recevra le 19 décembre à Debussy, Cergy. Soyez nombreux. On poursuit avec le rugby et le championnat honneur promotion honneur. Il restait 2 matchs pour l'Olympique Grande Sainte face à Cambrai et Valenciennes en match de retard. Une seule victoire suffisait aux Olympiens pour accéder en janvier à la poule haute, l'antichambre de la Nationale 3. Mission accomplie ce week-end au Puy-de-Touques en accueillant la lanterne rouge Cambrai, compte rendu Sylvain Munier. Il y a des matchs comme ça que l'on pourrait facilement résumer en 3 mots. OGS, victoire facile. Dimanche, les rugbyman saintois n'ont pas eu un match facile, ils ont eu un match très facile face à une équipe de Cambrai qui faisait là un déplacement dangereux. Après les 10 premières minutes traditionnelles d'observation, les Bleus vont rapidement prendre l'ascendant et marquer 2 essais en l'espace de 2 minutes. La suite sera simple, les jaunes et noirs démoralisés vont laisser les attaquants adverses faire leur travail. En l'occurrence, 3 autres essais dans la première mi-temps et 4 dans la seconde. De bon augure me direz-vous, puisque avec cette victoire, l'OGS se qualifie d'office pour la poule haute du championnat honneur promotion honneur. De quoi aborder sereinement le dernier match en retard à Villeneuve-d'Ascq avant la trêve. Score final 51-0, un spectacle comme on aimerait en voir plus souvent au stade du Puy-de-Touques. Alors objectif réussi pour Jacques Mikulovic qui sera donc le premier entraîneur olympien à défendre les couleurs saintoises dans le championnat honneur. La suite à présent avec une page résultat, c'est en compagnie de Jean-Marc Courtin. Oui, on commence avec le basket en Pro A, victoire du BCM chez la Lanterne Rouge, Montpellier 84-93 au classement, le BCM pointe à la 12e place. Handball en D1 masculine, Ponto Combo USDK 28-23, Dunkerque malgré cette défaite reste 3e. Derrière Chambéry
et Montpellier. Hockey sur glace, les Dunkerquois impressionnants s'imposent chez le 4e Nantes 6-1. Dunkerque talonne le leader Strasbourg avec un tout petit point de retard, ce qui nous annonce un derby très chaud entre Dunkerque et Strasbourg le 12 décembre prochain. À la patinoire Michel Raffoux, ça va chauffer. En accession nationale de volleyball, 4e victoire consécutive pour les hommes de Richard Laskowski, vainqueur au tie-break à Avennes, 3-7-2. Volleyball toujours, on enchaîne avec des images du championnat accession régionale féminine. Les filles restent elles aussi sur une belle série de 4 victoires pour autant de matchs disputés. Mais pour samedi, le succès est d'autant plus significatif que les Olympiennes accueillaient Comines, 2e, samedi soir donc au Moulin, et elles se sont imposées au courage et au tie-break 3-2. Donc seniors garçons et filles se portent maintenant beaucoup mieux, c'est clair, et tout cela doit faire bien plaisir à Pierre Gaille et à l'ensemble de l'EGS Volleyball qui travaille pour cela. Voilà Eugène, tout à l'heure d'autres résultats. Merci Jean-Marc. La suite avec le football. Après une victoire sans gloire face à l'un des mal classés, l'OS FIV, les Saintois se déplaçaient dimanche chez un bien classé, le 2e, en l'occurrence Boulogne. Une réserve boulonnaise qui reste sur une belle victoire, 1-2 à Lone Plage. Résumé d'un match à sens unique avec Jean-Marc Courtin. En distribuant les rôles avant le match, José Pedrera n'avait pas l'embarras du choix. Privé de Pascal Morène et Jamel Zerour en attaque pour problème physique et de Rodolphe Fournier en milieu récupérateur, l'entraîneur olympien devait de plus composer avec les baisses de forme de Rudy Demester et Fabrice Joly sur le banc. Bref, face à des Boulonnais bien accrochés à leur 2e place, la tâche, qui s'annonçait déjà bien difficile, n'en paraissait que plus ardue encore à cause de ces impondérables fluctuations d'effectifs. Face à Boulogne, là où il aurait fallu être solide et au complet, l'OGS au contraire se présentait affaibli et sans réel collectif. Des lacunes que les joueurs locaux ne vont pas tarder à mettre à profit. Après 3 minutes de jeu seulement, Bayeux, parti à la limite du hors-jeu, se présente seul devant Vandermerch et ouvre le score malgré le retour d'Olivier Bécuve. Une dizaine de minutes plus tard, Boulogne, qui joue le contre à merveille, marque une 2e fois par Samy Var, pourtant en total déséquilibre. 2-0, puis bientôt 3. Var, encore lui, transperce véritablement la défense olympienne, ça paraît presque facile. Et Sébastien Vandermerch, lui, voit ses filets trembler pour la 3e fois. 3-1, la messe était dite avec beaucoup de courage. Les jaunes vont s'accrocher et réduiront la marque par Benoît Calves, avant que Grégory Penel ne vienne définitivement assommer une équipe saintoise déjà bien mal en point. 4-1, ce sera le score au repos et à la fin du match également. La 2e mi-temps sera en effet une affaire de gestion pour Boulogne et de courage pour Grande-Sainte, qui malgré les entrées de Demester, Joly et Mafoud, ne parviendra à inverser la tendance. Score final 4-1 donc, avec un constant en toile de fond, on pourrait dire que l'hiver s'annonce plutôt rude du côté du stade de Coninck et de son équipe première. Oui, alors à l'intérieur, au total maintenant ça fait 5 défaites, 1 nul, 3 victoires, dont une sur tapis vert. Ça s'arrange pas pour la DH. C'est sûr que ça s'arrange pas, mais bon, comme vous avez dit, il y a eu beaucoup de blessés, encore un départ à regretter, c'est le départ de Rodolphe Fournier. Pour raison professionnelle. Pour raison professionnelle, qui nous a fait énormément de mal, parce que c'est quand même un milieu de terrain récupérateur. Quand je vois les images, c'est vrai qu'on est passé souvent dans l'axe, et puis un gars comme Rodolphe aurait permis de récupérer tous ces ballons qui sont passés dans l'axe. Bon, en plus, Pascal Morène blessé, Jamel hospitalisé, Rudy Demester en méforme, ça fait tous des éléments quand même, c'est quand même des titulaires à part entière, en moins dans cette équipe de DH. Alors on en est qu'à la 9e journée, la première phase n'est pas finie, il vous reste encore à jouer des gros morceaux comme Valenciennes, Avion. On se dit que vous allez encore une fois vous retrouver en bas de classement, quoi. Non, je pense pas. De toute façon, on est plutôt nous, ce qu'on aime dans cette équipe de DH, c'est rencontrer les gros morceaux comme Valenciennes, bien sûr, tous les premiers. Bon, c'est sûr que Boulogne, on a loupé le coche parce que, avec tous ces absents. Mais on est surtout une équipe de deuxième partie de championnat. Tous les années, c'est vrai que tous les années, deuxième partie de championnat, on fait un championnat où si on faisait un double classement, on serait dans les 3 premiers, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas que ça soit Valenciennes. On va recevoir Valenciennes dans 15 jours et puis Douai la semaine prochaine. Je pense qu'on va pouvoir se ressaisir, et si tout le monde revient. En plus, Benoît Calves qui prend un carton rouge, c'est un attaquant aussi en moins.
Ça va être dur à gérer aussi. Oui, mais toujours est-il qu'après 9 journées, ça tourne pas rond en DH. Y a-t-il des solutions pour ça? Non, il n'y a pas. Les solutions, c'est que c'est vrai qu'on récupère des joueurs de valeur et puis on en perd d'autres. Je parle d'Olivier Trollet qui est parti cette année dans un autre club. Bon, Rodolphe qu'on vient de perdre maintenant. C'est sûr qu'on récupère des gens comme Lino Donte et comme Sébastien Vandermeersch. Mais par contre, on perd des gars comme Olivier Trollet et Rodolphe Fournier qui étaient des titulaires à part entière. Et puis bon, c'est des gens qu'on n'arrive pas à remplacer à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr. Alors bon, les excuses, on dit, c'est Non, toujours ce fait n'est pour pas- s'en servir. Non, c'est pas. Il y a beaucoup de, quand même, José a du souci à se faire. Si demain on vous propose la DH, vous allez réagir comment, vous? Non, non. Non, parce que quand on m'a proposé les seniors B, c'est José qui m'a proposé de prendre les seniors B. Ça fait 4 ans que je travaille avec lui. Bon, j'ai appris des choses et ce qui est dit est dit. Et ça sera toujours comme ça de ma part. C'est que le jour que José l'arrête, j'arrête aussi. Je dirais, je n'ai plus rien à faire au club. Je ne jouerai plus le rôle d'entraîneur. Par contre, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un entretien avec mon président parce que j'ai autre chose dans la vie professionnelle. On m'a proposé autre chose dans la vie professionnelle. Bon, je vais m'écarter un petit peu plus du football et pour m'occuper un peu plus de mon travail. Et puis bon, j'ai laissé au président le choix. Je lui ai dit qu'à partir normalement du mois de décembre, je ne serai plus disponible. D'accord, Et donc vous voulez prendre un peu de recul? Voilà, exactement. Mais je resterai au club. Je ferai autre chose sûrement. D'accord. Bon, toujours est-il que vous êtes l'entraîneur donc, de la réserve. Ouais, Vous jusque disputez maintenant. samedi donc, la 7e journée du championnat Promotion Honneur et vous accueillez Neulémine qui était 5e au classement. Je vous propose tout de suite donc, de voir le compte-rendu de cette rencontre. Des Saintois en blanc pour accueillir des bleus et jaunes, Neulémine, la bête noire de l'Olympique Grande-Sainte, seule équipe à avoir battu à 2 reprises la réserve saintoise la saison dernière. Des Olympiens qui vont démarrer très fort la rencontre en dominant toutes les phases de jeu avec de nombreuses occasions de tir au but. Mais quand ça ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas, d'autant que le portier des visiteurs, Frédéric Leclerc, réalise une bonne première mi-temps. Ici, pas de chance pour Laurent Lemaire. Bref, une première mi-temps très animée par les locaux avec un jeu très offensif. Mais au terme des 45 premières minutes, le score est toujours vierge, ce qui n'est pas vraiment une bonne affaire pour un atterri. 0-0 donc à la mi-temps et retournement de situation en seconde période. 65e minute, Neulémine va ouvrir le score sur coup franc, une lucarne signée Abdelkader Tahar, 0-1. 12 minutes plus tard, les visiteurs vont remettre ça. Face, il est vrai, une défense plutôt passive. La frappe est signée Thierry Ruiz. Et puis, question sans doute d'enfoncer un peu plus le clou. Neu va inscrire un 3e but signé Lemaire. Score final, 0-3. Oui, j'ai envie de dire, quand la DH s'enrhume, c'est les B qui toussent. Non, c'est vrai qu'au vu des images, bon, à la mi-temps, ça doit faire 2-3-0. Bon, on n'a pas eu la réussite. On frappe la transversale, on a frappé aussi le poteau en première mi-temps. Et puis, ben, c'est vrai qu'on a lancé 5 jeunes dans le groupe parce qu'il manquait quand même 5 titulaires en équipe B. Vous avez dû fournir quelques joueurs chez les A. Ah, bien sûr, hein, c'est l'équipe B, c'est le réservoir de la DH, hein, c'est fait pour ça. Hein. Et puis, il s'est avéré que les jeunes, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais quand on joue contre des hauts de tableau, il faut être au complet, sinon on ne s'en sort pas, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment le premier week-end où vous avez rempli votre rôle de réserve. Et bon, les conséquences sont venues tout de suite, donc vous avez perdu votre invincibilité. Ouais, c'était un challenge. Maintenant, il faut en trouver un autre parce que, vous savez, en équipe B, c'est difficile. Hein. Il faut trouver des challenges parce que comme on ne peut pas monter, il faut que tous les dimanches, on se trouve un challenge. Là, le challenge, c'était de rester le plus longtemps invincible. Bon, on l'a perdu. On en trouvera un autre. Hein. Maintenant, c'est d'essayer d'être la meilleure défense, comme tous les années, comme on a fait tous les années. Et puis, continuer notre petit chemin, comme on est en train de faire là, à l'heure actuelle. Préparer les jeunes. Mais bon, c'est sûr que les bons résultats qu'on a acquis au début de championnat, vous savez, si j'ai pas un ou deux renforts de l'ADH, on est une équipe du milieu de tableau, ça c'est sûr. Hein. Là, sinon, pour nous, notre objectif cette année, c'est... L'année dernière, on a fini 5e, c'est de finir, bien sûr, 4e ou 3e, dans les 3 premiers sûrement. Et puis on aura rempli notre contrat. Bon, il y a quand même le côté intéressant, c'est de faire monter des jeunes qui évoluent en C.
Bien sûr. Leur faire goûter un championnat PH qui est quand même plus intéressant qu'un championnat de sûr. district. Et les jeunes, à l'entraînement, ils jouent le jeu, ils ont pris goût à jouer avec nous en PH. Et puis c'est la concurrence en plus. C'est la concurrence pour ceux qui sont soi-disant titulaires en PH et puis tous les jeunes qui sont en train de venir à l'heure actuelle. Je pense notamment à 2-3 bons jeunes en moins de 15 qui l'année prochaine, si tout va bien, vont intégrer le groupe B. Très bien. On va en rester avec le football. Alain, merci de ta participation. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. On poursuit cette édition à présent avec une deuxième page résultats. Oui, avec de l'athlétisme et le début de la saison en salle qui débutait ce week-end à Liévin chez les cadets en longueur. Deuxième place pour l'Olympien Dimitri Tassin avec 6,10 m. Chez les cadettes sur 60 mètres, sixième place en série pour Nathalie Bobowski avec 8,08. Cyclocross à Bully, deuxième place chez les juniors pour l'Olympien Thomas Degan. On enchaîne avec du handball en excellence régionale, victoire de Tourcoing sur l'OGS 35-31. Handball toujours avec des images de l'équipe senior B qui évolue en excellence départementale. Une équipe réserve qui accueillait Sizouin samedi soir, salle du Nord-Over, et qui s'est imposée sans problème 25-10. Alors bien sûr, cette équipe B a été mise en place pour soutenir l'équipe première, lui servir de réservoir afin de faciliter l'intégration des plus jeunes. Et si l'on s'en tient aux résultats, ça marche ma foi plutôt bien, et avec pas mal de jeunes, ce qui est encourageant pour la suite des événements. Judo avec une compétition interclub qui se déroulait ce week-end à Bailleul, des super poussins aux adultes. L'OGS ne récolte pas moins de 12 premières places, 8 deuxièmes places et 16 troisièmes places et se classe premier club sur 25 présents. Et enfin du badminton pour conclure avec un tournoi double minime à Labassé. Victoire en double homme de la paire Karem-Willow. Deuxième place en double mixte pour Karem Takua et quatrième place pour les benjamins surclassés Morad El Bouchati et Sarah Naïdji. Merci Jean-Marc. Suite de l'actualité à présent avec l'haltérophilie. Après un premier tour tranquille remporté par les protégés de Frédéric Gantois, c'est de nouveau l'OGS qui a accueilli le deuxième tour du championnat de France des clubs, division nationale 2. Après Péronne et Montreuil, c'est Salleux près d'Amiens et les B de l'ASPTT Lille qui faisaient le déplacement à la salle Yves d'Anjou. Reportage Jean-Marc Courtin. Ambiance familiale comme bien souvent, salle Yves d'Anjou samedi en fin d'après-midi pour un deuxième tour interclub qui, contrairement au premier, faisait véritablement figure de test pour l'OGS. En effet, face au gros bras de l'ASPTT Lille et surtout Salleux, une des équipes fortes de la poule qui en compte 9 en tout, Bernard Rosbeck et ses équipiers allaient pouvoir tirer certaines conclusions par rapport à leurs objectifs du début de saison, à savoir le maintien. Oui, c'est le maintien et puis essayer de gagner quelques places par rapport à l'année passée, puisqu'on a fini 4e l'an dernier. Donc si on peut grignoter 1 ou 2 places cette saison, ce serait pas mal. Et pour grignoter quelques places, il fallait donc réussir un bon match samedi. Ce que vont faire les Olympiens. À l'image du jeune Sébastien Legonidec qui en moins de 69 kg réussit 95 kg lors du premier mouvement, l'arraché. Les jaunes et bleus vont tirer leur épingle du jeu. Et bien que Senet et Brassard arrachaient eux aussi de belles charges, les locaux sortaient de l'arraché devant Salleux et Lille. Ça s'annonce pas trop mal, avec les barres que chaque athlète de l'équipe a réalisé, on fait 15 points en plus à peu près par rapport au premier tour. Mais c'est vrai qu'on tombe sur une équipe très forte de Salleux, donc ça va être très serré. Et c'est vrai que l'épaulé jeté n'étant pas le point fort de l'équipe saintoise, avec ici un essai de Sébastien Barré, celle-ci devra céder sa place à Salleux, avec au passage la meilleure performance du plateau pour Aurélien Brassard. Bernard Rosbeck, quant à lui, aura beau signer la deuxième meilleure perf de l'après-midi, avec 125 kg au jeté. Je vous laisse apprécier l'effort. Cela n'empêchera pas Salleux de s'imposer avec 306 points devant l'OGS, 301 points. La SPTT Lille loin derrière avec 256 points. Voilà un bon résultat en vue du maintien, voire même du podium. Et puis sachez que Rudy Senet du club de Salleux que vous avez vu en image est le fils de Daniel Senet, dernier français champion du monde. C'était en 1980 à l'arraché. Daniel Senet, c'est un peu le Platini de l'haltérophilie en France.
Le cyclisme est une grande famille, on connaît bien sûr la route, la piste, le VTT ou encore le cyclocross. Aujourd'hui, la Fédération française de cyclisme, c'est aussi le BMX, une discipline sportive à part entière qui organisait ce week-end la première manche du championnat de France dans l'un des plus beaux skateparks indoor en France, l'Entrepôt à Calais, un complexe privé géré par un grand Saintois, l'ancien basketteur de l'Olympique Grande-Sainte, Jérôme Trelier. Reportage Frédéric Loy. Calais, loin des habitations, proche de la A16, sortie 17, un hangar de 1250 m². Dirigé par Jérôme Trelier et son associé, ce bâtiment de béton connaît une seconde vie. Ouvert depuis juillet, il accueillait ce week-end la première des 3 manches du championnat de France de freestyle. Ils ne nous ont pas loué la salle, c'est vraiment exceptionnel, je dirais. C'est pour ça qu'il faut les remercier, parce que nous on n'a pas beaucoup d'argent au niveau de la Fédé, parce que c'est un sport qui est en train de renaître et on n'a pas beaucoup de moyens, et eux l'ont bien compris et nous ont suivis dans cet événement-là. Un événement en effet, surtout lorsqu'on sait que ce championnat de France de freestyle existait par le passé et qu'aujourd'hui le voici rétabli au sein de la Fédé à l'initiative de certains pilotes issus de la première vague bicross. Et compte tenu de l'esprit freestyle, ça n'a pas été une mince affaire. C'est une culture BMX et c'est ça qui a été dur en fait à faire accepter à la Fédération française de cyclisme, parce que en fait, comme tu vois, les jeunes qui sont ici, les pratiquants de BMX, ils n'aiment pas qu'on leur dise mets-toi là, fais ci, fais ça. C'est comme son nom l'indique, freestyle, style libre, c'est quelque chose de très libre et qui se fait dans la rue. Culture BMX donc, mais aussi mode et effet de mode qui rejoint un peu l'univers hip-hop, rap, tendance vestimentaire, mais aussi les vélos qui évoluent, les géométries, les figures. Bref, le BMX d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 10 ans. Tout ceci, bien sûr, ne constitue que des accessoires, la mode est éphémère, ce qui compte avant tout, c'est ce que vous êtes capable de faire sur un vélo. En fait, dans le BMX freestyle, il existe plusieurs disciplines. Il y a le sol, ou flatland, des figures au sol. Il y a la mini-rampe, le street aussi, utiliser les modules. Et la maxi-rampe, c'est-à-dire la grosse rampe verticale. Et il y a aussi le dirt, des sauts sur bosse. Le dirt, justement, dernière invention prometteuse qui fait évoluer le BMX puisqu'il est facile d'accès. Il suffit de se lancer, dirt, dirty, salissant, vous comprenez pourquoi. Les chutes font partie du jeu, surtout lorsque la prise de risque est au top. Elles sont parfois spectaculaires, mais aussi sans gravité, ni pour le biker, ni pour le BMX. Petit vélo sans vitesse, solide, maniable, qui sert à courir, sauter des bosses, faire du freestyle et même rouler en ville. Alors dans ce skatepark, on pratique outre le BMX, le skate, le roller et tous ses dérivés. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez toujours entrer en contact avec le club Roller Street de Grande-Sainte qui effectue régulièrement des déplacements pour s'entraîner. Renseignements en maison de quartier du Courguin au 03 28 21 85 07 ou encore si vous croisez dans Grande-Sainte le président Hervé Levert. Voilà, fin de cette édition. Merci d'être encore là. Bonne semaine à tous. À lundi prochain pour le dernier coup d'envoi de 1998. Bonsoir.